Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à des découvertes archéologiques importantes, à des déclarations dans le domaine du tourisme, à des étapes entreprises par l'État, y compris des étapes susceptibles de faire récupérer à l'Égypte 67 pièces archéologiques de l'Allemagne. Donc, d'Allemagne. Il faut dire que dans le cadre de ces efforts constants, pour récupérer son patrimoine culturel dispersé à l'étranger, l'Égypte vient de rapatrier 67 pièces archéologiques précieuses en provenance d'Allemagne. Il faut dire aussi qu'une mission archéologique conjointe égypto-allemande a mis au jour un nouveau temple ptolémaïque près du grand temple à Sohag, du grand temple d'Atribis à Sohag. Mais aussi, nous avons une autre nouvelle relative au tourisme et à l'archéologie aussi. Le musée de la bibliothèque d'Alexandrie a inauguré le 21 octobre l'exposition baptisée « Trésor des Tabosiris Mania à la recherche de Cléopâtre ». Donc nous allons avoir des invités qui auront l'amabilité d'expliquer ce que veut dire cet emblème ou que veut dire cette citation, outre la démarche qui a fait, à travers laquelle l'Égypte a réussi à récupérer 67 pièces archéologiques d'Allemagne. Mais avant de commencer, il faut dire que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à déployer tous les efforts nécessaires susceptibles de stimuler le secteur industriel dans le but de localiser diverses industries, développer les industries technologiques spécialisées, ainsi que renforcer les petites et moyennes entreprises et accroître leur compétitivité. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli a évoqué les mesures prises par l'État sous la direction du président Assisi pour améliorer le climat d'investissement, lever les obstacles rencontrés par les investisseurs, éliminer ces obstacles et développer l'environnement de travail. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné qu'il avait constaté un développement tangible dans différentes industries égyptiennes lors de sa participation à la 3e édition du forum et l'exposition annuelle de l'industrie. Sur un autre plan, Dr Madbouli a donné le coup d'envoi pour le lancement de la ligne maritime baptisée RoRo entre le port de Damiette en Égypte et le port Trieste en Italie. L'objectif de cette ligne RoRo égyptienne, italienne ou égypto-italienne est de créer une liaison maritime entre l'Égypte et l'Italie en établissant un corridor entre les deux pays. Cela vise à transformer l'Égypte en un centre régional pour le transport, la logistique et le commerce de travail, tout en ouvrant des marchés d'exportation pour les produits agricoles égyptiens sur le marché italien et européen, ce qui favorisera l'économie égyptienne. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du lancement du port de Damiette, le chef du gouvernement, Dr Madbouli, a évoqué l'importance de cette initiative visant à renforcer l'activité commerciale mondiale. Il a également présenté les plans futurs du gouvernement pour développer le secteur du transport maritime et élargir le réseau portuaire égyptien afin de mieux répondre aux besoins du commerce international. Il faut dire que la ligne RoRo est un acronyme du Roll-on et Roll-off, ce qui désigne un nouveau mode de transport de marchandises égyptiennes vers les marchés européens. Retrouvons à présent notre sujet, notre partie débat, avec les nouvelles des vestiges d'un temple ptolémaïque qui a été mis à jour à Sohag. Une mission archéologique conjointe égypto-allemande a mis au jour un nouveau temple ptolémaïque près du grand temple d'Atribis à Sohag. Cette découverte menée par le Conseil suprême des antiquités CSA et l'université de Tübingen vient enrichir les niches, si on peut le dire, sites archéologiques de Sohag. Voyons les détails dans ce compte rendu de Rim Samir et Ayeshel. Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, décrit cette découverte comme une étape clé dans la mise au jour d'un nouveau temple à Atribis.
La façade du pylône, nouvellement découvert, s'étend sur 51 mètres et se compose de 2 tours, chacune de 24 mètres de large, séparées par une porte centrale, explique-t-il, affirmant que les premières études suggèrent que le pylône pouvait à l'origine mesurer 18 mètres de haut, rivalisant ainsi avec les dimensions du célèbre pylône du temple de Luxor. La découverte comprend des inscriptions hiéroglyphiques sur la façade et les murs intérieurs du pylône, ainsi que des sculptures complexes représentant le roi ptolémaïque recevant des offrandes de la déesse à la tête de Lyon, Répite, et de son enfant, la divinité Colantès. Les cartouches trouvées sur le site suggèrent que le temple a été construit sous le règne du roi Ptolémée VIII, tandis que d'autres inscriptions pouvaient inclure le nom de son épouse, la reine Cléopâtre III. Christian Letz, co-responsable allemand de la mission, a noté que les fouilles ont également révélé une chambre sud, partiellement mise au jour par l'archéologue britannique Flinders Petrie au début du XXe siècle. Cette chambre comporte des inscriptions de divinités célestes utilisées pour mesurer les heures de la nuit, ainsi que des représentations de Répite et du dieu de la fertilité Min. Une exploration plus poussée a permis de mettre au jour une pièce inconnue jusqu'alors, dotée d'un escalier. Selon Markus Müller, directeur du chantier pour l'équipe allemande, l'escalier mène à ce qui était autrefois un étage supérieur, aujourd'hui détruit, qui aurait été démoli dans l'Antiquité vers 752 de notre ère. L'équipe de fouilles travaille dans la région d'Atribis depuis 3 décennies. Parmi les découvertes précédentes figure le plan complet du grand temple d'Atribis et plus de 30 000 ostracas portant des inscriptions démotiques, coptes et hiératiques. Les fouilles se poursuivront au cours des prochaines saisons pour mettre au jour les éléments restants du temple, enrichissant ainsi le dossier archéologique inégalé de l'Égypte. Et pour donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Manal Mourad, égyptologue et experte en tourisme. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mara, comment allez-vous? Ça va très bien et bienvenue avec nous. Quelle est l'histoire de cette mission archéologique conjointe égypto-allemande qui a mis au jour un nouveau temple ptolémaïque près du grand temple d'Atribis à Sohag? Écoutez, il y a beaucoup de fouilles actuellement à Luxor sur le site du temple de millions et de millions d'années de Memnon. À Sohag, il y a aussi plusieurs missions qui travaillent vers le temple de Ramsès II et aussi un tout petit peu hors de ce site archéologique. Et cette découverte, elle est bouleversante parce que ça prouve que les Ptolémées, c'est-à-dire les rois lagides, ça veut dire que les Grecs qui ont habité l'Égypte et qui ont géré l'Égypte ont toujours cherché les sites archéologiques anciennes sur lesquels ils remontaient leur temple. C'est-à-dire, ils voulaient absolument noter le respect des divinités égyptiennes, comme la déesse Sekhmet concernant cette découverte, comme le dieu Min, le dieu de la fertilité, etc. Et dans d'autres endroits, on voit le temple d'Edfou, par exemple, qui fut érigé aussi l'an 237 avant Christ par Ibergès II, Ptolémée IV. Et à Philae, c'est pareil. Et à Dendera, c'est pareil. En fait, est-ce que cette découverte a été suffisamment divulguée de manière à, ou comment la transformer en tourisme, c'est-à-dire en élément de tourisme? Oui, tout d'abord, non, elle n'était pas encore publiée. C'est-à-dire, heureusement que vous faites noter cette découverte archéologique d'une importance inouïe, et petit à petit, ça va être divulgué par, ça va être médiatisé, et ensuite divulgué, mais les gens qui travaillent sur place, évidemment, ils sont au courant, et aussi les spécialistes, mais pas les amateurs de l'Égypte, pas les visiteurs de l'Égypte. Mais bientôt, lorsqu'on va publier le site,
on pourra inviter aussi tous nos visiteurs à aller à l'admiration de ce pylône magnifique et tous les restes de ces hiéroglyphes et toutes les découvertes autour. Si vous permettez, Madame Marin, ça me fait plaisir de vous dire que la ville d'Abydos, Sourag en grand, n'est pas encore totalement découverte. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore dévoilé ses secrets. C'est-à-dire c'est un site richissime. C'est le lieu de pèlerinage de tous les Égyptiens pendant 5 millénaires. Vous savez, Madame Manal Mourad, oui. Désolée de vous interrompre. Justement, vous avez anticipé parce que j'allais vous demander, à l'heure actuelle et j'allais vous dire qu'à l'heure actuelle et grâce à beaucoup de découvertes, des villes qui n'étaient pas vraiment propulsées au devant de la scène touristique sont devenues des villes touristiques et justement, si on peut les citer, telles Bani Suef et autres. Oui, vous avez raison. Vous avez archi raison. Parce que pas seulement Bani Suef, Assiout par exemple est richissime avec une nécropole des hauts dignitaires, des travailleurs, des contremaîtres, des ouvriers. Vous avez aussi Abydos qui était un lieu de pèlerinage. Donc certainement on a des trésors et des trésors. On a le célèbre temple de Sa Majesté Séti Ier, le papa de Ramsès II. Nous avons aussi le temple de Ramsès II. Et il y a encore une mission qui travaille sur place à la découverte du reste de ce temple. Vous avez l'Osirion qui est très mystique. Il y a un côté très mystique aussi à Abydos. C'est le dieu de la résurrection, c'est le premier chakra dans beaucoup de traditions. C'est le rameau d'or, le dieu Osiris c'est la verdure. Voyez, et c'était un dieu emblème de l'Égypte de l'Antiquité tout au long de 5 millénaires. Donc, qui n'a pas construit Abydos? Depuis la première dynastie, même la ville appelée Tinite, la ville de Tis, c'est la ville des premiers rois de la première et la deuxième dynastie, elle fut à Sourag, Sourag actuel. Donc, vous comprenez l'importance. Et encore, on n'arrive pas à souligner parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller à la découverte épigraphique et mettre tout ça en valeur. Il y a d'autres villes, comme on a mentionné, comme Bani Suef, et maintenant vous avez parlé de Sohag, Minya. En fait, les gens ne pensaient peut-être pas à partir ou aller à Minya pour découvrir, alors que la corniche a été refaite et il y a quand même des découvertes partout. Alors, on souhaiterait que les protagonistes comme vous de l'industrie du tourisme jettent la lumière sur ces villes. Écoutez, on a des programmes qui se font tout au long de 14 nuits et on fait visiter Tal El Amarna, on fait visiter Toun El Djebel à Migné. On a maintenant une infrastructure pas mal, on a des hôtels, on a de quoi inviter les gens d'aller visiter. Vous savez, très souvent, les gens qui n'ont pas le temps, qui aiment l'Égypte, qui aiment la culture, qui aiment nos civilisations grandioses, ils n'ont qu'une semaine, donc ils vont tout de suite vers l'essentiel. Ils vont vers Thèbes, ils vont vers les pyramides, ils vont vers Aswan, mais il y a beaucoup de programmes qui annoncent Migné. Il y a beaucoup de programmes qui annoncent Sourag et Kena aussi avec Dendera. Mais évidemment, chaque fois on fait des découvertes épigraphiques, ça peut mettre sur le plan touristique les nouvelles villes, comme Sourag, comme Bani Suef, Assiout aussi. Si un jour vous avez le temps, allez visiter les tombeaux d'Assiout, des polychromes dans lesquels on a trouvé des trésors, on a trouvé des maquettes de la vie quotidienne des anciens Égyptiens au Nouvel Empire et au Moyen Empire. Donc il y a des richesses assez importantes. En fait, c'est bientôt Noël, le jour de l'an. Qu'en est-il quant au programme envisagé, que ce soit pour les touristes qui viennent de l'étranger ou pour le tourisme interne? Pardon? J'ai pas compris. Oui, bientôt, ce sont les vacances de fin d'année, Noël. C'est une saison pour le tourisme. Oui, alors, comment évaluez-vous? Est-ce qu'il y a des programmes qui ont déjà été envisagés pour les touristes? Évidemment, vous savez, nous, on a un calendrier, les Égyptiens, avec tout le système, toute la logistique des systèmes des agences touristiques.
Ils ont tout un calendrier et puis il y a les croisières sur le Nil, il y a aussi les hôtels qui travaillent, il y a ce qu'on appelle les basses tours, c'est-à-dire les visites avec les bus, et on fait beaucoup de choses. Aussi la culture, c'est-à-dire le programme culturel est bien souligné, surtout pour les Européens. Et maintenant, sur le marché, nous avons aussi les Asiatiques qui commencent, surtout les Japonais, les Chinois, les Coréens, qui viennent pour visiter nos civilisations égyptiennes anciennes. Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue et experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, l'Égypte récupère 67 pièces archéologiques d'Allemagne. Il faut dire que dans le cadre de ses efforts constants pour récupérer son patrimoine culturel dispersé à l'étranger, l'Égypte vient de rapatrier 67 pièces archéologiques précieuses en provenance d'Allemagne. Ces actions s'inscrivent dans une politique active menée par l'État égyptien et ses institutions pour préserver l'histoire et le patrimoine de la civilisation égyptienne. Ayachel et Rim Samir. Dans le cadre des efforts constants pour récupérer son patrimoine culturel dispersé à l'étranger, l'Égypte vient de rapatrier 67 pièces archéologiques précieuses en provenance d'Allemagne. Les ministères des Affaires étrangères, du Tourisme et des Antiquités jouent un rôle clé dans la restitution de ces trésors, en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires égyptiennes à travers le monde. L'ambassadeur, assistant du ministre des Affaires étrangères chargé des relations culturelles, a officiellement remis les 67 artefacts récupérés d'Allemagne lors d'une cérémonie tenue au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Ces pièces ont été restituées à une commission spéciale du ministère du Tourisme et des Antiquités chargée de leur préservation. Les objets restitués couvrent diverses époques de l'histoire égyptienne et comptent parmi les vestiges les plus importants. Parmi eux figurent un pied et une jambe momifiés, 2 masques funéraires ainsi que 2 fresques extraites de la tombe du ministre Pak Amr-Nef à Saqqara. Ces pièces sont accompagnées d'une rare statue royale en bronze ainsi que de plusieurs statuettes ou cheptis, de petites figurines funéraires qui, selon les croyances de l'Égypte ancienne, servaient à accomplir des tâches pour le défunt dans l'au-delà.